c'est le sens aussi de son retour et de la façon dont il est rentré en Russie, qui n'a pas toujours été bien compris et bien pris, que ce soit d'ailleurs en Russie, en Occident. C'est-à-dire que quand il revient en Russie en 1994, où il va commencer par l'Extrême-Orient, par la région des camps, et où il va en fait faire ce voyage qui a été suivi par la BBC, il y a un film qui existe là-dessus, où en fait il part en train avec sa femme et un de ses fils, il parcourt, et qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre les gens, il rencontre la population, il rencontre des gens qui n'ont jamais la parole, qui n'ont jamais la possibilité de s'exprimer, auxquels personne ne demande jamais leur avis, auxquels, je veux dire, même les élections sont retirées, et il va voir ces gens et il leur demande, et il y a une photo justement qui est là aussi dans les... On lui dit, bon, tu diras à Yeltsin ça, tu parleras à Yeltsin ça. Et il va prendre cette parole, et revenir en disant, voilà, quel est l'écrivain dans la grande tradition de l'écrivain russe? C'est celui, effectivement, alors après, ça peut être, qui va parler au nom du peuple et qui va apporter aussi la souffrance du peuple. Donc je crois qu'on est bien au-delà des catégories un petit peu simplistes. Et si vous permettez, moi aussi, je ferai une citation de Solzhenitsyn, là par contre de Solzhenitsyn, dans Comment réaménager notre Russie. Disons aussi que l'organisation de l'État est secondaire par rapport à l'air qu'on respire dans les rapports humains. Nobles, les gens rendent tolérable tout système politique de bonne loi. Aigris et sauvagement égoïstes, ils rendent invivable la démocratie la plus débordante. S'il n'y a à l'intérieur des gens ni justice ni honnêteté, cela se manifestera sous n'importe quel régime. La vie politique n'est absolument pas l'essentiel dans l'existence d'un homme. La politique n'est absolument pas l'occupation à laquelle aspire la majorité des gens. Plus la vie politique gesticule dans un pays, plus il perd la vie spirituelle. Les forces spirituelles d'un peuple et le temps dont il dispose pour créer ne doivent pas s'engloutir dans la politique. Outre ses droits, l'homme a besoin de préserver son âme, de la libérer pour qu'elle puisse s'adonner à la vie de l'intelligence et des sentiments. Donc ça, c'est son rapport à la politique, mais en même temps, son rapport, c'est effectivement témoigner pour ceux qui n'ont pas eu la parole, témoigner pour le peuple. Alors il n'empêche qu'il a abordé un certain nombre de questions qui sont des questions politiques. Alors peut-être Bertrand, vous pourriez nous dire qu'est-ce qui d'après vous lui est insupportable dans le régime soviétique? En 3 phrases. Faire simple, faire genre le Solzhenitsyn pour... D'abord, si vous me permettez, je voudrais dire par rapport à tout ce qui vient d'être dit, que pour moi, évidemment, comme l'a dit M. Struth, Solzhenitsyn n'est pas un politique, en aucun cas. Solzhenitsyn, comme on l'a dit un peu, je crois, est d'abord un écrivain, etc., ensuite un combattant, les différents visages qu'on a évoqués déjà, et fondamentalement un grand écrivain aux multiples talents. Bien. Je dirais simplement au plan politique que, de par son amour de son pays, et de par le souci qu'il a de l'état dans lequel il retrouve son pays, il est, quand il revient, un analyste de la Russie contemporaine, avec les 3 essais des années 90, dans lesquels il analyse, pour en tout cas 2 d'entre eux, l'état dans lequel il retrouve son pays. Quelle est votre question? Ma question était, parce que ça aussi, ça peut être un peu contesté, son analyse de la Russie contemporaine, ça a été contesté par certains. Mais en tout cas, qu'est-ce qui lui est insupportable dans le régime soviétique? Ma foi, un certain nombre de choses. Certes. Un certain nombre de choses. D'abord, je pense le caractère totalement très violent et au passage absolument non démocratique par lequel ce régime s'est installé. Bien. Ensuite, je dirais l'extrême violence des 74 ans de ce régime. Violence physique, violence mentale, la censure, etc. Je pense finalement que c'est... Et puis, au-delà de la violence de ce régime, son caractère, je dirais, dictatorial et non négociable, non discutable, etc. Et qui, pour lui, ne correspond en aucun cas, d'aucune façon, sur tous les plans politiques, philosophiques, humains, etc.,
à ce qu'est la Russie, à ce dont elle a besoin et à ce dont elle rêve. Et merci. Et quand il parle de repentir, puisqu'il en parle dès 73, qu'est-ce qu'il entend par ça et quelle forme aurait dû prendre M. Struve ce repenti? Ce matin, M. Martinez disait bon, il n'y a jamais eu de procès, bon, il y a eu une espèce d'ébauche de procès du communisme, il n'y a jamais eu de lustration. Quel était, pour lui, quel sens donnait-il à ce mot repenti? Et est-ce que le mot de repenti, qui revient en permanence chez lui et qui est repris chez d'autres, à mon avis dans un sens complètement différent, qu'est-ce qu'il recouvre? Est-ce que c'est la même chose que la repentance? Est-ce que c'est dans un sens religieux? Dans quel sens? C'est dans un sens essentiellement religieux aussi, de l'éthique. Il est difficile de séparer l'éthique de la religion. Il faut que la Russie se répande. Alors, c'est le problème, comment et par quels moyens, etc., qu'elle n'oublie pas. Parce que ce qui lui était insupportable dans le régime soviétique, c'est le mensonge total. Le mensonge total sur l'homme, sur l'être, sur le monde, sur le cosmos. Et ce mensonge triomphant qui a entraîné, même chez nous, etc., parfois trop de compromissions. Parce que je peux dire que quand j'ai fait mon livre sur les chrétiens en URSS, en dénonçant j'ai été écarté à un bref moment de l'université. J'ai été élu aux langues orientales comme professeur avec une majorité assez confortable, mais c'est le suivant qui a obtenu le poste. Donc, oui, ce genre le mensonge totalitaire du régime, du communisme, du communisme total, c'est ce qui lui était non seulement insupportable, oui, c'est ça. Quand même son grand slogan, c'est de ne pas vivre selon le mensonge. Et le repenti prend quelle forme alors face à ce mensonge? Ben ça, j'en sais rien. Comment ça prend? Il appelle au repentir chacun. Il est humain et il se repent d'un certain nombre de choses. J'ai même donné cette anecdote des valises qui m'interdisaient de porter. La repentance pour très peu de choses. Pour les valises qu'il avait confiées à ses garçons à porter. Il trouvait que c'était une faille morale, qu'il n'avait pas eu suffisamment de dignité à ce moment-là. C'était encore l'officier, etc. Le repentir s'adresse à chacun et ça s'adresse selon la situation de chacun. Précisément, elle n'est pas uniforme. Mais il y a du repentir absolument en Russie, il n'y en a pas assez, il n'y en aura jamais assez. Que vous voyez sous quelle forme? Sous la forme qu'on a évoqué, le mémorial, il y a le grand musée de Butovo, le cimetière de Butovo, 50 000 ecclésiastiques ont été tués et enterrés là-bas. J'en ai visité des petits musées dans différentes villes. Ça, c'est une prise de position et une repentance. Et il y a même les listes, actuellement on est en train de personnaliser, parce que, disons, je ne sais pas combien de toute façon c'est inestimable, combien de ce qu'on appelle, ce qu'il a appelé le goulag, combien il a consommé de vie. C'est peut-être 20 millions, c'est peut-être 30 millions, c'est donc absolument anonyme. Mais les listes ont été dressées dans plusieurs ouvrages, etc. Il reste encore 1000 suppliciés anonymes, enfin des milliers peut-être de suppliciés anonymes. Je n'ai jamais étudié la question. Le problème, c'est l'appel. C'est l'appel au repentir. Et ne soyez jamais satisfaits que vous repentez suffisamment. Alors pour les nouvelles générations, je ne sais pas comment c'est, parce qu'ils n'en sont pas responsables. C'est leurs parents, c'est leurs grands-parents. Et ça, c'est autre chose. Et il y a aussi la responsabilité d'un pays pour... Elle n'est pas facile à assumer. Elle n'est pas facile à assumer, et ça serait trop beau si on pouvait l'assumer pour le passé. Et puis il y a eu la guerre, il y a eu le nazisme, etc. Enfin, qui a permis d'innocenter, si vous voulez, certaines choses qui ne méritaient pas. Donc
Il y a la complexité, je dirais, de la vie, de l'histoire.